Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier donc la bataille d'Issos, qui est donc la deuxième des trois grandes batailles rangées livrées par l'armée macédonienne d'Alexandre le Grand contre les Perses. Donc, elle s'est déroulée le 1er novembre 333 avant Jésus-Christ dans l'antique Cilicie, c'est-à-dire au sud de la Turquie actuelle. Donc, elle oppose l'armée d'Alexandre le Grand à celle de Darius III, qui pour la première fois commande en personne face à Alexandre le Grand. L'armée macédonienne va remporter une victoire décisive qui va donc ouvrir la route vers la Phénicie et puis l'Égypte, Alexandre le Grand. Donc revenons sur le contexte historique. On sait qu'Alexandre a débarqué en Asie mineure au printemps 334 et défait les satrapes perses à la bataille du Granique. Mais dès l'hiver, Darius reprend l'initiative et commence à regrouper une armée à Babylone. Donc il est confiant dans ses capacités de stratège et entend affronter Alexandre en personne et faire sa jonction en Syrie avec le contingent des mercenaires grecs amenés par la flotte de Pharnabase qui a succédé à Memnandorode dans la défense de l'Asie mineure et de l'Égée. Memnandorode qui est mort de maladie. Donc à l'été 333, Alexandre donc vient à cette époque de soumettre l'Anatolie, hormis la Paphlagonie et la Cappadoce qu'il n'a pas parcouru, et il apprend l'arrivée de Darius en Cilicie. Donc, il quitte Gordion, là où a lieu le célèbre épisode du nœud gordien, et il décide de se porter au devant de l'armée perse par la Lycaonie. Donc, il soumet la Cilicie, il occupe Tars, où il est retenu plusieurs semaines des suites d'une maladie, sans doute liée à une hydrocution. Alexandre conserve le principal corps de troupes à Tars, mais il envoie Parménion occuper la région d'Issos, dont le pilier de Jonas, que vous pouvez voir ici même. Et il occupe également le col de Bélène, qui mène de Cilicie en Syrie. Donc il envoie Parménion en avant-garde. Alors désireux de rattraper le retard pris, Alexandre s'avance de manière assez imprudente, en novembre 333, vers le sud, à travers la passe de Jonas. Donc vous pouvez voir le mouvement de l'armée macédonienne en bleu. Mais Darius donc, est informé que Parménion tient déjà le terrain et il débouche par les portes de l'Amanos, que vous voyez ici, ou Amani, au nord, et se retrouve donc sur les arrières d'Alexandre. Donc Darius capture la ville d'Issos, sans opposition d'ailleurs, et il tue tous les malades et les blessés qu'Alexandre a laissés derrière lui. Pour autant, Alexandre essaie de rester maître de la situation. Il rebrousse chemin vers le pilier de Jonas. On voit ici le mouvement en arrière. Et il cherche à mener combat dans un terrain qu'il a déjà reconnu. Et donc, et malgré l'avis de ses conseillers, notamment mercenaires grecs, Darius accepte la bataille dans une région pourtant peu propice à sa nombreuse cavalerie. Parce qu'il faut voir qu'il comptait remporter la victoire grâce à sa supériorité numérique, notamment en cavalerie. Donc en effet, Darius tient une position défensive dans une étroite plaine côtière que traverse le fleuve Pinaros, à 10 km donc au sud d'Issos. Voilà pour cette première carte. Passons à la suivante. Voilà, on y est. Donc voyons maintenant les forces en présence. Il faut voir que comme souvent les sources anciennes, notamment Arrien et Plutarque, Diodore également, ont tendance à surestimer donc les montants des troupes perses. Et les chiffres sont vraiment à prendre avec précaution. Je vous les donne pas, ils sont assez fantaisistes.
Donc voilà, les historiens modernes supposent qu'on aurait à peu près entre 30 000 et 100 000 cavaliers, hein, c'est qu'on a une échelle quand même assez variable. Donc on estime voilà à peu près à 100 000 hommes, hein, l'armée de Darius. Côté macédonien, les effectifs n'ont sans doute pas excédé 40 000 hommes, sachant qu'on compte là-dessus 22 000 phalangites et hoplites, 13 000 pelstates et à peu près 6 000 cavaliers. Donc pour le dispositif, hein, je vous ai rajouté quelques petits éléments. Donc on voit de manière classique hein, le dispositif macédonien, avec donc à gauche l'aile commandée par Ménion, donc avec notamment la cavalerie lourde des Thessaliens, hein, donc flanquée également de tirailleurs, ainsi que le cavalier léger, hein, péonien ou thrace. On a donc la phalange hein, qui est divisée en 6 bataillons régionaux. On a le corps d'élite des hypaspistes, donc qui sont en fait, on va dire des phalangites plus mobiles. On a la cavalerie donc, des compagnons, auxquels s'ajoutent d'ailleurs aussi des lanciers, hein, qu'on appelle aussi les sarissophoroi. On a également voilà des cavaliers légers, ainsi que le contingent des agrianes, hein, donc des pelstates d'élite. On voit ici qu'il y a des troupes hein, qui ont été, on va dire, disposées à flanc de montagne. Hein, donc là ici on a un corps de cavaliers thraces hein, et également de tirailleurs. Et en face, bon, c'est l'infanterie légère perse. Donc pour revenir au dispositif des Perses, on voit tout de suite que Darius n'a pas pu disposer sa cavalerie sur les deux ailes. Hein. On voit bien les montagnes empêchent le déploiement de sa cavalerie. Donc on a ici essentiellement donc des Perses et des Mèdes hein, en grande majorité. Et on voit tout de suite, bon, les Grecs évidemment, un fort contingent d'hoplites, hein, Darius qui tient la position centrale, hein, tandis qu'Alexandre, lui, est évidemment du côté droit. Mais voilà, la nouveauté, on va dire, côté perse, c'est la jonction de ce qu'on appelle les Cardas, qui sont en fait de l'infanterie, hein, on pourrait dire l'infanterie moyenne, armée à la Pelstat, avec des rangs assez serrés, hein, voilà, donc ils comptent de cette manière s'opposer aux phalanges macédoniennes notamment. Alors, on compte également un bataillon d'immortels, hein, on les appelait ainsi parce que voilà, à chaque fois qu'il y avait un mort, il était remplacé par celui qui était dans le rang derrière. Donc voilà pour le dispositif général. Donc Darius, hein, lui, on l'a dit, se positionne au centre, hein, il est juché sur son phare avec sa meilleure infanterie hein, et sa cavalerie royale. Et d'ailleurs, on notera que le bataillon des mercenaires grecs hein, est commandé donc par un dénommé Timondas. Donc voilà pour le dispositif des Perses. Donc la bataille commence hein, par un choc entre les deux infanteries, ce qu'on va voir tout de suite dans la carte suivante. Donc le choc va opposer les deux infanteries, tandis que les frondeurs, archers et javeliniers perses, hein, ne sont pas parvenus à diminuer la solide phalange. Donc les mercenaires grecs de Darius combattent avec beaucoup de vigueur hein, et parviennent un temps à rompre la phalange commandée donc par Cratère. Et au même moment, la cavalerie perse se heurte à la résistance de Parménion qui tient l'aile gauche macédonienne. Appuyé donc par le corps d'élite des Hypastites, Alexandre, à la tête donc de ses compagnons, défait l'aile gauche et se rabat vers le centre de Darius, hein, le mouvement que l'on peut voir ici. Alors, d'après les sources antiques, hein, Alexandre aurait cherché à défier Darius en combat singulier. On peut peut-être aussi penser que cette manœuvre au centre semblait dirigée contre les mercenaires grecs.
Alors, une fois que Darius est en vue, hein, Alexandre va lancer l'assaut contre lui. La garde royale perse oppose une vive résistance, hein, autour du char royal. D'ailleurs, il y a le satrape d'Égypte qui meurt pendant le combat. Et les chevaux de Darius sont gravement blessés. Il aurait été contraint d'ailleurs de changer de quadrige. Et un dernier mouvement de panique, hein, le contraint à la fuite, entraînant la débâcle de sa cavalerie puis de son armée tout entière. D'ailleurs, hein, on voit donc la fuite de Darius. En déroute donc dans un étroit défilé, hein, les cavaliers perses périssent, hein, en s'écrasant mutuellement ou en chutant dans les ravins. Et Alexandre, hein, tente en vain de poursuivre Darius jusqu'au coucher du soleil. Donc, ce qu'on remarque en bilan, hein, au niveau de la stratégie, c'est qu'effectivement Alexandre, donc, comme il l'avait fait au Granique, hein, n'essaie pas totalement, voilà, de prendre le flanc, hein, mais de se diriger vers, on va dire, le point central, vers le point fort de l'adversaire. Hein. Alors, voyons les conséquences. Donc, Darius est parvenu à s'enfuir, hein, on l'a vu, mais il va laisser aux mains toute sa famille, hein, qui l'accompagnait, comme le voulait la tradition achéménide. Donc sa mère, Sisygambis, hein, son épouse Statera, et ses enfants, notamment Statera, donc numéro 2, Dripétis, et un jeune garçon dénommé Okos. Alors on sait, hein, que Alexandre va se montrer très magnanime envers la famille royale donc de Darius. Il va même promettre, hein, plus tard, de fournir des dots à Dripétis et à Statera. D'ailleurs, selon la légende, hein, c'est à ce moment que se situe l'épisode de la confusion faite par la mère de Darius, hein, qui confond Alexandre et Phaïstion, qui avait beaucoup de prestance, hein, et Alexandre aurait rétorqué, mais lui aussi est Alexandre. Bon. Alors, en tout cas, la défaite de Darius est un déshonneur, hein, selon les usages royaux achéménides. Hein, dans sa fuite, il a abandonné ses insignes royaux, son quadrige, son arc, son bouclier, son manteau, et ça va bien sûr ouvrir, hein, les portes de la Phénicie, puis de l'Égypte. Et à l'issue de ces conquêtes, hein, Alexandre va remporter l'ultime victoire contre Darius à la bataille de Gaugamel, donc en novembre 331. Voilà donc pour cette bataille. Je vous remercie.